Sur le cold email, tout passe vraiment par la cible. Si je dois détailler en pourcentage le cold email, je dirais que la cible, c'est 50%, parce que si tu cibles quelqu'un qui va prendre aucune décision, t'envoies un message dans le vent. Si tu cibles un alternant dans un grand groupe, c'est pas un décisionnaire. Donc la cible, c'est très important. Le scrapping, c'est pas négligé. Autre point important, je dirais 30% du cold email, ça se base aussi sur le paramétrage de l'adresse mail, SPF, DKIM, CNAME, etc. Parce que si tes mails ne partent pas, forcément, tu n'auras pas de retour. Forcément. Et après, le reste, donc les 20% restants, je dirais que c'est du copywriting. Peu importe comment tu tournes le message, si tu as une bonne offre qui plaît et qui est attirante pour la personne qui reçoit le message, qui lui est décisionnaire et qui reçoit bien le message, il te rappellera parce qu'il ne t'appelle pas pour la beauté de ton mail, mais il t'appelle pour le cold email. Autre chose vraiment très intéressante et que très peu de personnes font dans la durée, c'est LinkedIn. Bienvenue tout le monde, aux rêveurs, aux curieux et aux sérieux. Tu es ici car tu sais que ton potentiel tend vers l'infini, mais tu sais aussi que ton temps n'est pas infini. Le but de ce podcast est d'accélérer ta croissance personnelle et financière, en te présentant les meilleures idées des meilleurs spécialistes qui t'aideront à exécuter tes rêves en un temps record et à transformer ton potentiel en réalité. Bienvenue dans Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. Alors aujourd'hui, on va parler de prospection B2B et de cold email, évidemment, j'ai envie de dire, avec un serial entrepreneur qui a une vue sur plein d'approches différentes, justement pour réussir sa prospection. Donc merci Alexandre Kirbaï d'être venu aujourd'hui. Salut, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Alors je vais te laisser présenter, parce qu'il n'y a que toi qui peux mieux le faire que n'importe qui. Bien sûr, avec plaisir. Écoute, moi c'est Alexandre, le fondateur d'Emaily, une agence de prospection B2B et vraiment spécialisée dans le cold email. Donc, grosso modo, on accompagne nos clients sur leur développement commercial. Ils nous donnent leur cible, on target, on arrive à scraper la data et après, on balance des campagnes de cold email dans le but de leur générer des rendez-vous. D'accord, donc ça c'est dans le monde des bisounours, j'ai envie de dire, où tout se passe bien, le client arrive avec sa cible, il sait déjà, il a un product market fit. Et justement, est-ce que c'est le cas? Est-ce que ma vision est juste? Est-ce que souvent les clients n'arrivent pas avec une cible? Est-ce que leur product market fit, soit ils l'ont pas, soit ils pensent l'avoir, mais ils peuvent être à côté de la plaque? Alors, j'ai envie de te dire, il y a tout. Il y a tout. On a travaillé avec des entrepreneurs qui venaient de se lancer. Du coup, ils n'avaient pas vraiment d'offres précises. Ils ne savaient pas vraiment qui targeter. On travaille aussi avec des entrepreneurs qui, eux, ont plusieurs cibles. Donc là, la difficulté, c'est réussir à trouver et à scraper et à rédiger le bon message pour la bonne cible, adapté. Généralement, nous, comment ça se passe? C'est quand il y a plusieurs cibles, on balance 3-4 campagnes différentes. Donc, imaginons qu'il y a une campagne, l'un avec des coiffeurs, l'autre avec des salons de beauté et un autre avec des auto-écoles, par exemple, pour faire large. On balance 3 campagnes avec 3 wordings différents. On essaye de voir quel wording passe bien auprès de quelle cible. Quand ça passe bien directement auprès d'une cible, là, on envoie un peu plus de mails, on augmente la quantité dans le but de générer un peu plus rapidement des rendez-vous. Et quand le message passe un peu moins bien, on essaie de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est un problème avec l'offre? Est-ce que c'est un problème avec le message du copywriting? Ou est-ce que c'est un problème avec la personne qu'on a en face si on ne s'adresse pas vraiment à la bonne personne directement? Et donc, l'idée, c'est un peu de partir sur cet entonnoir avec les cibles en haut pour affiner la chose et tomber sur le message idéal pour la cible idéale et après enchaîner et générer un maximum de rendez-vous. D'accord. Alors juste que ce soit clair pour moi, dans ton exemple, tu as parlé en même temps à la fois de coiffeur et d'auto-école. Alors explique-nous pourquoi des cibles aussi différentes. Ça dépend. Là, j'ai pris cet exemple-là parce que là, on travaille avec un community manager qui ciblait, des commerces avec pignon sur rue. Donc, en fait, quand on se baladait dans la rue, souvent, ce qu'on voyait le plus, c'était des coiffeurs, c'était des auto-écoles. Et donc, voilà, ça dépend. Forcément, ça doit faire un peu bizarre quand je te dis coiffeur, salon de coiffure, etc., vu qu'il n'y a aucun rapport. Mais ça, c'est des clients, justement, comme les community managers, les créateurs de sites web aussi qu'on a déjà accompagnés, des spécialistes en SEO. Là, c'est des cibles totalement différentes, avec une approche totalement différente. Et il faut tester pour trouver le bon message à la bonne cible et après réussir à générer des rendez-vous. D'accord, super, c'est très clair du coup. Ça prend un peu plus de sens. Exactement. Et tu parlais de scraper. Alors j'ai l'impression que ça fait partie
intégrante de ton processus, parce que comme on t'en a parlé, on dirait que c'est systématique. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce que tu peux nous détailler déjà, je pense que je me rends compte qu'on parle souvent de scrapping, mais que tout le monde ne connaît pas forcément ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, quel est l'intérêt? Bien sûr. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà, je peux te parler du process qu'on a Oui, intégral et après, on pourra rentrer en détail sur le vas-y. scrapping. Donc, le process est assez simple. On arrive avec le client, donc il y a une phase d'onboarding où on crée les adresses mail. Après, on les paramètre, SPF, CKM, DKIM, etc., le CNAME, pour optimiser la délivrabilité. On met l'adresse mail à chauffer, à warmer. Warmer, c'est le terme technique qu'on utilise dans le milieu. Pour le warm, pour faire simple, c'est l'adresse mail va interagir avec d'autres adresses mail qui sont en warm. Et le but, c'est que l'algorithme Google, Yahoo, Gmail, etc., voit qu'il y a des échanges dans les mails et que ce n'est pas juste des mails avec lesquels on va envoyer et on va send de la masse. Voilà. Donc, pendant que l'adresse mail warm, on scrape et on fait la partie copywriting. Donc, copywriting, c'est rédaction des mails. Et après, on passe, donc au bout de 2 semaines minimum de warm, c'est mathématique, on ne peut rien changer à ça. Au bout de 2 semaines de warm, on passe à l'envoi. Donc, on envoie la séquence de 2, 3, 4, 5 mails en fonction des besoins du client, de ce que veut le client et du message qu'il veut véhiculer derrière. Et après, il y a la phase d'analyse. Donc, il y a 3 phases distinctes. Préparation, envoi, analyse. Et du coup, pour revenir, Sébastien, à ta question de base, le scrapping. Donc, le scrapping, en tout cas dans le cold email, ça vise à collecter la data des clients, enfin des clients de l'ICP, du prospect idéal, de la personne à qui on va envoyer le mail. Donc, le but, c'est souvent, pour faire simple, de trouver son rôle dans l'entreprise, son nom, son prénom, forcément, ça passe par là, son rôle dans l'entreprise, son adresse mail, et après, on peut le mettre dans le logiciel d'envoi pour envoyer la séquence. Après, pour scraper, il y a différentes solutions possibles, différentes solutions. Soit on fait du scrapping depuis LinkedIn. Donc, dans ce cas-là, après, il faudra extraire la data avec Phantom Buster via SalesNav et enrichir avec Drop Contact ou Better Contact. Enfin, il y a plein de solutions. Ou alors, tu as des solutions qui sont un peu plus chères, mais de très bonne qualité, comme Faro, que j'utilise souvent. Et Faro, là où c'est magique, c'est que dedans, tu as plein de filtres. Donc, tu peux filtrer soit par code NAF, soit par activité, soit par logiciel. Nous, je sais qu'avec un client, on travaillait avec un client qui ciblait uniquement les entreprises qui bossaient sur du WordPress. Donc, du coup, là, on est allé sur Faro, on a tapé WordPress, CMS WordPress, toutes les entreprises qui avaient un CMS WordPress. Et après, on a trié par la taille de l'entreprise, chiffre d'affaires, localisation. Et après, on a pris les personnes décisionnaires. Mais donc, voilà, la partie scrapping, pour résumer en un mot, c'est récupérer la data des clients pour pouvoir les contacter par la suite. Attention, je précise, il y a quand même une grosse partie, légale. Vu que choper la data, on peut choper de la data de façon illégale, ça c'est pas bien, ça peut être répréhensible directement auprès de la CNIL, mais nous, toute la data qu'on récolte, forcément, c'est de la data qu'on peut utiliser derrière pour de la prospection. Ouais, c'est ça, que ce soit Drop Contact, Faro, ou même si tu vas directement sur LinkedIn, tout ça, c'est en accès libre. Et du coup, normalement, on est protégé. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser, parce que c'est marrant, parce que moi, quand je fais de la prospection de mon côté, ça m'arrive surtout quand je fais du cold call, où les gens me demandent où est-ce que j'ai eu leur numéro de téléphone. Mais des fois, ils le laissent un peu partout, à droite, à gauche, sans s'en rendre compte. Et du coup, après, voilà, ils sont pas toujours très heureux, on va dire, quand on les contacte. Il y a plein même de numéros de téléphone de mobile qui sont disponibles sur LinkedIn. Les gens, ils ne se rendent pas compte, mais juste quand tu vas sur le LinkedIn de quelqu'un, que tu regardes les informations du profil, mais tu as de la data en open source, quoi. Si on veut dire, tu la trouves comme ça, vraiment, sans problème, quoi. Ouais, c'est ça. Là où on la trouve, c'est déjà, comme tu dis, sur le profil lui-même, en accès libre à tout le monde. Des fois, c'est quand on se connecte à la personne sur LinkedIn, du coup, ils ont oublié de décocher une case qui disait ne pas montrer mes infos. Il y a aussi les gens qui mettent dans leur page entreprise, qui mettent leur numéro de téléphone quand c'est pas une entreprise trop grosse. Ils l'ont mis, mais ils savent plus qu'ils l'ont mis, parce que c'est quand ils ont créé le profil il y a 10 ans, il y a 5 ans. Et puis tous les gens qui laissent dans leurs emails aussi. En signature. Ça, je suppose que dans la signature, je suppose que c'est une bonne source pour toi, ça, non? Ah, ça dépend. Nous, on n'est pas spécialisé dans le call, donc on ne s'articule pas trop autour de la signature mail et du numéro de téléphone.
Après, oui, forcément, ça fait partie de la stratégie qu'on propose aussi aux clients. On lui dit, bon, bah, écoutez, tous ceux qui vous ont répondu de façon positive, mais qui, à un moment, ont arrêté de répondre dans le processus et qui a un numéro dans la signature, bah, dès que quelqu'un répond, mettez-le sur un Excel, comme ça, vous pouvez suivre. Et si vous voyez qu'à un moment, il arrête de vous répondre, bah, vous pouvez le relancer par téléphone en lui disant, voilà, on a échangé, on n'est pas allé plus loin, peut-être que vous étiez un peu occupé ces derniers temps ou autre. Donc, c'est sûr que ça fait partie, enfin, c'est de la data et toute data est exploitable tant que ça reste légal, hein. Je précise quand même. Et tout à l'heure, tu parlais d'un nombre d'envois, enfin des séquences d'emails de 3, 4, 5 emails selon les clients. Est-ce que tu as des clients types? Enfin, est-ce qu'il y a des catégories dans, je sais pas, que ce soit sur le prix ou des secteurs dans lesquels moins d'emails, ça va fonctionner plutôt que plus? Ou est-ce que c'est vraiment particulier à chaque client selon l'image qui dégage, enfin les produits qu'il vend? C'est compliqué à dire. J'ai plus envie de te dire par type de client, c'est la façon à laquelle on va s'adresser. Il y a des clients dans des milieux où on peut carrément les tutoyer depuis le début, dès le premier mail. Il y a des clients avec qui l'humour, ça va bien passer. Mais tu as d'autres clients, quand tu cites des docteurs, des médecins, des dentistes, des avocats. Là, si tu commences à tutoyer, à rigoler avec eux, etc., le message, il ne va pas du tout être bien reçu. Donc là, ta séquence, c'est peine perdue. Mais pour en revenir au nombre de mails par séquence, nous, on fait des séquences de minimum 3 mails et maximum 5 mails. Au-delà de 5 mails, je trouve que c'est un peu de l'harcèlement. Voilà. En dessous de chacun des mails, on précise quand même, si vous voulez plus les contacter, faites-le nous savoir quand même. Le but, c'est pas d'harceler les gens, c'est vraiment de leur proposer une solution pour leur business. Vu qu'en soi, si on les contacte, ou en tout cas, si un client veut contacter telle cible, c'est qu'il doit avoir une solution, un produit, un service qui peut les aider dans leur quotidien. Donc, il y a un but d'aide dans la prospection, mais il ne faut pas que ça devienne de l'harcèlement. Et donc, moi, j'ai jamais fait une séquence de plus de 5 mails. Je rigole, je souris fortement parce que moi j'ai déjà fait 9 emails, mais ils sont étalés dans le temps, hein, je précise. Sur combien de temps? Je sais plus combien j'avais fait, c'était peut-être 2 mois. Ouais, 2 mois, 9 emails, c'est quand même pas mal, hein. Ça fait Ouais. presque 5 mails par mois, quoi. Plus d'un mail par semaine. Et sachant qu'au début, c'est plus resserré, hein, évidemment. Mais... Ouais, bien sûr. Non, après, par contre, là, c'est un point très intéressant que tu soulèves, c'est que on est de plus en plus en train de tester. Donc, on fait une séquence normale de 5 mails, mais 60 ou 90 jours plus tard, on remet un petit follow-up. C'est ça. En disant tout simplement, écoutez, vous étiez pas mal occupé ces derniers temps, je pense, si vous m'avez pas répondu, c'est que voilà, ça devait être un petit moment de rush. Juste un petit message pour vous dire, j'existe, on a une petite solution pour vous, sympathique. Si on peut s'appeler pour en parler, que ça peut vous intéresser, c'est avec plaisir. Parce que c'est vrai que souvent, on est amené à contacter les prospects, mais parfois, on peut tomber dans une période de rush. Si on contacte des comptables, ça peut être la période de clôture. Si on contacte des coiffeurs en fin d'année, à l'approche de Noël ou le Nouvel An, les coiffeurs, ça ne sert à rien de les appeler. Les coiffeurs qui sont dans des zones touristiques, dans le sud de la France, Cannes, Nice, Saint-Tropez par exemple, eux l'été, ça ne sert à rien de les appeler. Et en l'occurrence, vaut mieux faire l'été une séquence sur les coiffeurs à Paris pour leur dire commencez à préparer la rentrée avec telle solution ou tel produit. Nous, on peut tout vous mettre en place, un nouveau site web, un nouveau community management, des nouveaux produits pour votre salon, pour la rentrée. Comme ça, vous, quand vos clients, les Parisiens, reviennent de vacances du Sud, de je ne sais pas où, mais qui reviennent à Paris en septembre pour commencer la nouvelle année, bah, bam, vous pouvez les accueillir avec un nouveau produit, un nouveau service ou une nouvelle expérience client. Et là, ça peut être quelque chose de favorable. Ouais, l'aspect saisonnier, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas souvent. Ouais. On n'y pense pas souvent, mais quand on est confronté à ça, c'est sur le moment souvent qu'on se rend compte. Après, nous, ça va de notre côté avec l'expérience. On arrive un peu à savoir quelle période, quel prospect va plus ou moins répondre. Là, on sait par exemple que le B2B, si on veut contacter des DRH, juillet, août, c'est pas vraiment la meilleure période, quoi. Donc là, on est plus déjà en train de préparer la rentrée pour ceux qui ciblent les gens de ce secteur.
Mais pour te dire, depuis mars, on travaille avec une entreprise qui accompagnait les campings, centres de vacances, etc., dans leur éclairage extérieur. Et c'était la saison idéale, le moment idéal. Et on leur a dit, on vous change tout. Comme ça, l'été, quand c'est la période de pointe, vous accueillez vos clients avec un éclairage extérieur magnifique et vous réduisez votre consommation d'électricité. Et aussi, enfin, tout à l'heure, enfin, je t'ai dit que j'avais envoyé jusqu'à 9 emails. Alors, avec le temps, moi j'ai diminué en fait, puisque je me suis aperçu que c'était plus facile. Si tu veux les contacter une seule fois, c'est pas mal, pourquoi pas. Par contre, si tu te dis, ok, j'ai une liste, elle est pas très grosse, enfin, je sais pas, il y a 1000, 2000 personnes, mais je vais en faire le tour régulièrement. Du coup, vaut mieux en faire moins et revenir dessus tous les 2-3 mois. Enfin, c'est ce que j'en ai conclu. Bah oui, parce que sinon, au bout de 3 mois, tu auras envoyé à tout le monde et tu vas te retrouver, tu auras eu tes quelques réponses, tu auras signé tes quelques clients, mais au bout de 3 mois, quand tu auras délivré le produit, le projet avec le client, tu vas dire, bon, bah, écoute, j'ai contacté tout le monde, qu'est-ce que je fais maintenant quoi, je me retrouve là, je ne sais pas quoi faire. Quoi. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, ça me faisait penser à ça. Quand tu faisais un follow-up en disant vous aviez peut-être pas le temps, enfin, ce genre de choses. Et effectivement, il ne faut pas supposer que parce que la personne ne répond pas que. Enfin, on risquerait de fâcher quelqu'un qui est intéressé, mais qui ne nous l'a pas dit, et de perdre un client finalement. Bah, bien sûr, bien sûr. Moi, plein de fois, vu que forcément dans le logiciel, on arrive à voir les réponses que les clients reçoivent. Et j'ai des clients aussi qui me débriefent après leur rendez-vous téléphonique. Et ils me disent, quand j'ai parlé à la cliente, bah, tout simplement, elle avait des enfants à amener. Du coup, au moment de répondre sur le mail, il y avait un enfant qui lui a dit, viens, on va faire ça. Hop, elle est sortie avec l'enfant. Quand elle est revenue, elle a totalement oublié de répondre au mail. Au final, heureusement qu'il y a eu la petite relance 3 jours plus tard, parce que sinon, elle avait totalement oublié. C'était sorti de la tête des gens. Il ne faut pas oublier que les gens, peut-être que nous, c'est notre activité, la prospection, mais que les gens se font prospecter, que les gens ont aussi un boulot en parallèle de leur prospection, entre autres les DRH, par exemple. Ils ont autre chose à faire que se faire démarcher toujours pour proposer des solutions. Et parfois, ils doivent rentrer en rendez-vous, parfois, ils ont un imprévu, parfois, ils ont un appel, etc., qui font qu'ils oublient de répondre aux mails alors qu'ils sont intéressés. Et l'intérêt du follow-up, c'est leur dire « Coucou, j'existe, si tu ne m'as pas répondu, m'oublie pas, si ça t'intéresse, avec plaisir pour qu'on échange. » Et justement, quand tu parles des gens qui sont sollicités, comme les DRH, qui ont autre chose à faire que de recevoir la prospection, est-ce que toi, en tapant dans des bases comme Faro ou en allant sur LinkedIn, est-ce que c'est pas des bases qui commencent à être surutilisées? Est-ce que les gens, en fait, est-ce que tu vois que des retours, est-ce qu'avec le temps, tu as de plus en plus de réponses qui disent arrêtez de me harceler. Enfin, moi, j'ai déjà eu le cas avec au premier email, c'est assez drôle d'ailleurs, mais des fois, les gens te confondent avec d'autres. Alors, les gens te confondent avec d'autres, oui, ça forcément. Quand tu proposes du community management ou même peu importe le service, j'ai envie de te dire que quand tu es dans un business, déjà à partir du moment, quand il y a des concurrents, j'ai envie de te dire que tu es dans le bon, vu que s'il y a des concurrents, c'est qu'il y a du marché. Et quand il n'y a pas de concurrents, c'est que souvent, moi, je trouve ça bizarre, vu qu'on n'a pas tous une idée révolutionnaire. Quand il n'y a pas de concurrents, c'est qu'à mon avis, il y en a d'autres auparavant qui ont essayé de lancer quelque chose de similaire, c'était l'idée, mais soit qui se sont vite cassés la gueule parce que le marché ne répondait pas favorablement à l'offre justement que tu proposes. Mais pour revenir à ta question, c'est des bases forcément qui sont exploitées par plusieurs personnes. Après, tout dépend de l'approche. Il y a aussi l'aspect timing qui joue. Tu peux tomber sur quelqu'un qui est énervé, qui va t'envoyer bouler dès le premier mail. Tu peux tomber sur quelqu'un qui, dès le premier mail, va te confondre avec quelqu'un d'autre, comme c'est arrivé. Mais après, il y a aussi le côté positif où tu peux tomber sur quelqu'un qui croit avoir échangé avec toi et qui va t'accueillir beaucoup plus gentiment, qui va même croire, qui croit même qu'il t'a rencontré sur un salon, qu'il t'a rencontré sur un événement, qui va te confondre avec quelqu'un d'autre. Donc, ça peut aussi se tourner en positif, cette scène. Après, forcément, le problème, c'est que quand on prospecte, les clients veulent qu'on contacte des décisionnaires. Des décisionnaires dans les entreprises, quand c'est des boîtes de moins de 50 salariés, tu dois avoir quoi? 3-4 décisionnaires maximum dans moins de 50 salariés. Donc, eux, forcément, ces 3-4 personnes se font beaucoup démarcher. Quand c'est dans des grandes boîtes, tu vises toujours sur le directeur commercial, le directeur marketing,
le directeur com, le directeur RH, etc., eux, forcément, et je pense que les personnes au poste sont habituées à se faire démarcher et ça fait partie de leur quotidien. Ça fait partie de leur quotidien. Ce qui va changer, ça va être toi, ton offre et ton approche. Et c'est l'idée vraiment d'avoir une offre irrésistible, quoi. D'accord. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de copywriting, puisqu'on va sur l'offre irrésistible. Comment tu fais pour que ton offre, quand tu vends une commodité, prenons l'exemple de quelqu'un qui vend du media buying sur Facebook. Donc ça, tout le monde en fait, enfin tout le monde va en faire. Il y a plein de gens, quand ils se lancent, ils commencent par ça. Du coup, c'est des offres là-dessus, t'en reçois plein. Comment tu fais pour... déjà que la personne ouvre l'email dans le titre, comment tu fais pour te différencier? Est-ce que ça commence par le titre ou est-ce que c'est pas trop possible au niveau du titre et ça va se faire plus tard dans le copywriting? Alors déjà, la base, tu me demandais pour nous, vu qu'on a une offre qu'à la commission, qu'au rendez-vous généré, on accepte que les clients pour lesquels on est sûr d'avoir du résultat. Voilà, okay. Ça commence par là. Pour ceux qui font du media buying, on en accompagne. C'est simple, ça passe par l'ouverture du mail. L'ouverture du mail, un mail est ouvert pour 2 points. Si l'adresse mail en face est de qualité, donc ça veut dire que tu ne vas pas dans les bounce parce que c'est une fausse adresse mail qui n'existe pas. Et le mail est ouvert parce que l'objet est intéressant, intriguant et que ce n'est pas un objet vendeur. Enfin, déjà, menteur plutôt. Ouais, voilà, ou si on peut se permettre le terme, putaclic. Quelque chose, les meilleurs bons plans, les meilleures économies pour Sébastien, ça ne s'ouvre pas. Du coup, nous, comment est-ce qu'on travaille? On essaye de créer un objet intriguant, ok, sans tromper la personne en face. Si la personne en face se sent trompée, à la fin, après avoir ouvert ton mail et lu le mail, elle se sent trompée par rapport à l'objet, elle ne te répondra pas. Donc, il faut réussir à avoir un objet intriguant sans tromper la personne. Un exemple, et là c'est en exclusivité que je te donne, un des objets qui marche pas mal, c'est question pour first name. Donc, question pour Sébastien. Ça, forcément, toi, Sébastien, tu reçois ce mail demain matin, tu vas te pencher sur l'ordinateur, tu vas regarder, tu vas te dire, ouais, c'est quoi ce mail? Question pour Sébastien, qu'est-ce qu'il me veut? Donc là, forcément, tu le lis. L'idée de ton mail, bon, c'est d'être précis et de véhiculer un message clair. Un bon mail, c'est moins de 100 mots dans le mail. Ok. Sinon, le mail, c'est trop long, les gens ont autre chose à faire, ils ne le lisent pas. Et donc, vu qu'on a mis question pour Sébastien, la logique veut qu'on termine le mail en posant une question. Et donc là, la question qu'on pose souvent, c'est est-ce qu'on peut s'appeler? Est-ce que je peux vous envoyer tel document? Tu vois, donc il faut quand même poser une question et qu'il y ait un rapport pour ne pas tromper la personne. Hop, alors pour ceux qui se demanderaient, qui n'ont pas l'image, c'est le temps que je me remette en premier plan. Il y a eu un blanc. Et au niveau de la signature, tout à l'heure, t'en parlais, enfin, je crois que c'était au niveau de la signature, tu laissais la possibilité aux gens de se désabonner en disant, enfin, dites-nous si ça vous gêne. Donc, si j'ai bien compris, c'est pas un lien de désabonnement, hein, c'est ça. C'est la personne te répond. Tu peux mettre les deux. Concrètement, tu peux mettre les deux. Après, d'un point de vue calcul et stratégique, c'est plus intéressant de mettre dites-nous si vous voulez plus qu'on vous contacte. Parce que si on met ce message-là, ça évite d'être signalé en spam comme une désinscription. Mais par l'algorithme des mails, c'est considéré comme une réponse. Vu que la personne va te répondre, non, je ne veux plus être contacté. Donc, vis-à-vis du client, c'est une réponse négative. Il n'y aura pas de rendez-vous là-dessus. Donc, nous, on ne sera pas payé, etc. Mais ça va moins abîmer l'adresse mail, ça va moins affecter sa délivrabilité. Donc, tu auras une meilleure délivrabilité. Et encore une fois, le but, ce n'est pas d'harceler le client. On lui demande bien s'il ne veut plus être contacté, qu'il nous le dise. Et là, dans ce cas-là, il est automatiquement sorti du logiciel d'envoi. C'est-à-dire qu'on n'a même pas à le faire manuellement. Et c'est que pour certains clients, on peut l'oublier. C'est juste que là, c'est mathématiquement, il sera automatiquement sorti. Et c'est impossible et qu'il reçoive encore un mail. Et donc, on respecte son choix. D'accord. Alors, moi, perso, je sais que j'aime pas quand on m'a inscrit une liste sans me demander. Donc, quand il y a marqué ceux des abonnés, ça m'énerve un peu. Je préfère le message qui me dit dites-moi si vous voulez plus en recevoir. Bien sûr, bien sûr. Et de loin. Et puis, l'intérêt du cold email, encore une fois, c'est pas on inscrit quelqu'un à une liste, on n'inscrit pas quelqu'un à une newsletter.
Là, C'est ça. le cold email, c'est de la prospection automatisée. C'est comme si on envoyait un mail à la main Mm. et qu'on prospectait à la main avant que le cold email existe et que certains logiciels comme Instantly, Emailia, La Grosse Machine ou Lemlist existent. On prospectait à la main, on envoyait des mails, on relançait à la main. Là, c'est exactement pareil, sauf que là, tout est automatisé et c'est un gain de temps. Tu sais que l'autre fois, je faisais le calcul pour un gain de temps. Pour un client, avec 4 adresses mail, on arrive à envoyer 3200 mails dans le mois. 3200 mails, c'est à peu près 1500, 1600 leads uniques contactés, plus les relances. Donc au total, ça fait 3200 mails dans le mois. Et on faisait le calcul sur le nombre d'heures économisées, toute la prospection en prenant comme exemple qu'un mail, si on faisait tout à la main, prenait 3 minutes à rédiger, le temps de copier-coller le nom, copier-coller l'adresse mail, de switcher entre le Excel de la base de données, le nom de l'entreprise, le nom de la Et, personne, l'adresse mail, etc. Donc si un et mail prend... attends, et Ouais, pour aller dans ton sens, je vais te laisser continuer. Et pour aller dans ton sens, ça marche pour le premier. Mais quand on a fait 1000 d'affilée, tu mets beaucoup plus de temps. c'est ça, c'est ça. Et donc du coup, si tu prends 3 minutes pour 3200 mails, en termes d'heures, ça revenait à 160 heures de travail dans le mois. Mais c'est un mois complet, en fait. C'est presque un mois complet. Si tu fais des semaines à 40 heures, 4, 8, 12, ouais, ça Non, fait 4 c'est un, semaines. non, c'est un mois complet, ouais. C'est, 39 heures légales, ça fait 160 heures mensuelles. Ouais, bah, tu vois, donc là, tu économises un mois de travail, tout est automatisé. Et le vrai avantage du cold email, bah, c'est que toute cette partie un peu redondante, vu que forcément, à la fin, à force de faire des copier-coller, tu prends plus que 3 minutes, comme tu l'as dit, et bah, tu perds du temps, tu perds un mois de travail, alors que là, au final, tu peux réussir à te focaliser sur des tâches qui te rapportent de la valeur. Tu passeras plus de temps à travailler ta stratégie, travailler ta cible, travailler ton offre, travailler d'autres tâches, même t'occuper peut-être de tes salariés si tu es une grosse boîte. Tu pourras te rapprocher de tes collaborateurs, passer plus de temps à faire des after-work pour augmenter leur fidélité. Et surtout, tu te focaliseras sur des tâches à forte valeur ajoutée au lieu de faire de la prospection simple, simple utile et redondante, quoi. Et j'aimerais ajouter une couche aussi sur le sujet, parce que généralement, comme c'est du travail redondant, comme tu dis, on n'a pas envie d'y aller. Du coup, on procrastine, et du coup, ça va prendre Et encore on le plus fait de temps. pas. Ouais, c'est ça. Mm. Et t'as aussi la charge mentale à laquelle on pense pas souvent. Parce que comme on n'aime pas ça, comme ça prend, c'est pas du travail très intelligent, enfin, c'est Mm. répétitif. Et du coup, on aura moins d'énergie pour le reste qui peut faire rentrer plus d'argent, effectivement. Ah ouais, quand tu sais que, je dis une bêtise, que tu dis le mardi c'est prospection, tu te lèves, t'as pas le moral, le lundi tu te couches, t'as pas envie de te lever le mardi matin, tu te lèves le mardi matin, tu te dis oh là là, quelle plaît cette journée, etc. Donc c'est assez redondant. Et puis aussi, sur quoi je voulais rebondir, c'est que tu automatises le cold email. Donc cette partie-là, elle est automatisée. Tu peux aussi automatiser LinkedIn avec Wallaxy et différents outils. Mais surtout, si tu automatises ces parties-là, ça veut dire que tu peux prospecter autrement aussi. Donc, ça veut dire que tu peux avoir plusieurs canaux d'acquisition et de prospection en même temps pour le même nombre d'heures de travail. Ça veut dire que le mardi, au lieu de dire le mardi, je fais cold email et le mercredi, je fais call call, tu peux passer 2 jours à faire du call call et comme ça, tu auras contacté 2 fois plus de prospects en call call tout en ayant contacté un même nombre de prospects et le double en cold email. Et justement, sur cette partie-là, parce que tout à l'heure, tu parlais de la grosse machine, par exemple, enfin, c'est pas le seul à faire ça. Est-ce que tu fais du multicanal pour améliorer, donner un effet d'émulation enfin, entre les différents canaux? Alors, c'est quelque chose à quoi on est en train de penser. Pour te dire, actuellement, je suis tout seul dans l'entreprise. On bosse avec 1 ou 2 personnes externes dans la boîte. Mais l'objectif pour la rentrée, donc à partir de septembre, c'est de recruter 2 personnes dans l'entreprise à temps plein. C'est quelque chose auquel on pense. Après, nous, vraiment, notre spécialité, c'est le cold email. Moi, je sais que de mon côté, même si je suis spécialiste en cold email et que je trouve des clients pour l'agence avec du cold email, j'automatise aussi avec LinkedIn et Wallaxy. Donc, il y a pas mal de clients qu'on a eu avec LinkedIn qui nous ont demandé est-ce que tu peux nous mettre pareil, le même workflow que toi, tu as sur LinkedIn pour nous. Donc, c'est quelque chose auquel on est en train de penser. On va sûrement le mettre en place à partir de la rentrée, mais actuellement, on est vraiment, vraiment, vraiment spécialisé et focus code email.
Alors, et je me demandais, alors j'attends qu'un avion passe avant de, de reprendre la parole, je ne sais pas si on l'entend. Donc tout à l'heure, tu disais, quand le client te demande d'être désinscrit, donc tu te désinscrivais. Est-ce que c'est une pratique que tu fais ou qui pourrait être faite quand un client te demande sans qu'il y ait ce message-là, toi tu le mets systématiquement, ce message-là, c'est ça, dans tous les emails? C'est ça. On le met à la fin de l'email et on lui pose la question s'il veut plus être contacté. Bon, ben voilà. On le met à partir du deuxième mail. À partir du deuxième mail, on le met. D'accord. Et donc la question que j'avais à l'esprit, c'est est-ce que tu lui envoies quand même un dernier email, enfin a priori tout à l'heure tu laissais sous-entendre que non, pour lui dire ok, on a bien pris en compte votre message, on vous souhaite une bonne continuation, blablabla, ou est-ce que c'est juste il est désinscrit et c'est fini? Alors ça dépend. Il y a des clients qui vont dire non, je vais être désinscrit un peu méchamment, donc eux, on va pas leur répondre. Mais il y a des clients qui vont dire non, je vais être désinscrit parce que, et après ils vont se justifier parce que je suis pas la bonne personne, parce que votre offre n'est pas d'actualité aujourd'hui, etc. Et en fait, quand le client nous en dit un peu plus sur pourquoi est-ce qu'il n'est pas intéressé, c'est vrai que parfois on a quand même posé la question sans trop forcer. Et là, c'était tout rédigé à la main, rien d'automatisé. Pour en savoir plus, pourquoi est-ce que non, pourquoi est-ce que c'est pas le moment, etc. Parce que l'idée, c'est que même ce retour négatif puisse être bénéfique pour le client, donc pour mon client, pour celui pour qui on envoie des mails. Comme ça, il va savoir pourquoi tel ou tel client a refusé son offre, a refusé d'en savoir plus. Et comme ça, lui, il pourra ajuster soit son offre, soit son message, soit la personne qui cible. En fait, de se servir de ce retour comme quelque chose de constructif pour améliorer l'offre, la presta, le ciblage, etc. Pour revenir sur la saisonnalité, tout à l'heure, je me demandais, est-ce que toi, tu as vu les effets des ponts, quand il y a des ponts comme cette année en mai? Enfin, moi, j'ai vu une grosse différence entre l'année dernière où ils tombaient, je crois, les week-ends, donc il y en avait très peu, à part le jeudi et le lundi, qui sont tous les jours fériés, enfin toutes les années. Quels sont les effets au niveau de la prospection? Bah, écoute, je pense que si tu m'as posé la question, c'est que de ton côté, tu l'as vu. Tu as vu que c'était au ralenti. Alors, du côté de la prospection, tout ce qui est taux d'ouverture, taux de réponse, ça n'a pas trop bougé. C'est resté assez stable. Par contre, il y avait un petit délai entre les relances et les réponses. En fait, les réponses, il y avait toujours le même nombre de réponses. Mais au lieu que la personne réponde le jour où elle reçoit la relance, il y avait peut-être un jour d'écart, vu que parfois il y avait le pont, parfois il y avait un jour férié, etc. Donc ça, c'est la seule petit écart. Après, moi, d'un point de vue personnel, mes semaines étaient imprévisibles, dans le sens où je pouvais commencer une semaine avec un lundi férié et seulement 3 rendez-vous dans la semaine. Par contre, le mardi matin, mon agenda pour le mardi après-midi et pour le mercredi se remplissait et je prenais 4-5 rendez-vous dans la journée pour des clients qui étaient intéressés par du cold email. Donc là-dessus, je l'ai senti comme ça. Mais sinon, d'un point de vue résultat cold email, juste les réponses qui étaient un peu plus longues à venir, vu que forcément, le logiciel d'envoi, nous, on n'envoie pas de mail le week-end, mais le logiciel d'envoi n'arrive pas à savoir si tel jour est férié ou s'il y a le pont, etc. Enfin, c'est impossible à savoir. Donc, ça continuait à tourner, mais ouais, c'est juste d'un point de vue semaine, organisation pour les rendez-vous, c'était un peu imprévisible et où les gens s'activaient un peu en last minute, quoi. C'était plus du last minute que de l'anticipation pour se dire on se fait ça fin de semaine qu'autre chose. Et un autre intérêt que je vois à l'automatisation, parce qu'on le voit souvent, que ce soit sur LinkedIn quand les gens publient à la main, enfin comme en ce moment justement avec les ponts, ou en août par exemple, ça fonctionne bien. Et donc c'est la même chose pour les emails. Les gens s'épuisent quand tu prospectes ou quand tu publies. Tu t'épuises avec t'as pas de réponse derrière en fait. Tes efforts proportionnellement au reste de l'année, t'as beaucoup moins de retours. Et du coup, si c'est à ce moment-là que tu commences à faire la prospection, si tu la fais manuellement, voilà, c'est ça. Tu risques de tout laisser tomber, en fait, de dire bah, ça marche pas. Enfin, voilà, tout simplement. Et tu sais que ça, en général, c'est le problème principal que les clients me font part. Ils me disent on a essayé de faire du call, on a essayé les messages sur Instagram, on a essayé d'avoir de l'inbound sur LinkedIn en postant régulièrement, on a essayé telle et telle solution, mais on n'a pas eu de retour. Et je leur dis vous n'avez pas eu de retour, certes, mais vous l'avez fait combien de temps?
vous avez suivi ça et vous avez suivi cette stratégie d'acquisition pendant combien de temps? 2 semaines, 3 semaines, après on a commencé à ralentir un peu et maintenant on ne le fait plus du tout. Et donc forcément que si on ne fait pas quelque chose sur la durée, il n'y a pas le temps d'avoir les retours et de voir les premiers retours de ça. C'est comme les gens qui créent une entreprise et qui au bout d'un mois abandonnent, ou en tout cas qui ont une idée et qui au bout d'un mois abandonnent parce qu'ils ne trouvent pas de clients. Forcément, il faut laisser le temps de se faire un nom, il faut prospecter. Après, il y aura les clients que tu as prospectés il y a longtemps qui vont revenir te voir parce qu'ils auront besoin de toi et ils se souviendront, etc. Donc, si tu ne laisses pas le temps, ça mènera à rien. Et je pense que c'est un des problèmes principaux quand tu lances une boîte, de ne pas lui laisser sa chance. C'est une citation que j'aime bien dans La vérité si je mens, qui dit qu'il faut laisser sa chance au produit. Et donc, ouais, faut laisser sa chance, il faut continuer, il faut persister. Et moi, un truc que je n'osais pas trop faire avant sur mes précédentes boîtes, mais que maintenant, je le fais sans problème, c'est y aller comme un bourrin. Avant, on était un peu sur la retenue, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, etc. Mais bon, je le fais. Au pire, ça ne marche pas, mais au moins, je l'aurais fait. Alors que si je ne le fais pas, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de retour. Si on ne fait rien, il n'y aura pas de retour. Alors que si on le fait, il y a une chance sur 2, il y a un retour, il n'y a pas de retour. On verra, mais ouais. Faut persister et y aller comme un bourrin. Je pense que ça, c'est… Si tu vas comme ça, je pense que tu auras des retours sur la durée. Et sur la durée, encore une fois, c'est pas en termes d'années. C'est quoi? C'est de… Je sais pas, tu dirais combien? Moi, je dirais au bout de 2 mois. Si pendant 2 mois, tu arrives à suivre une routine et tu le fais convenablement. Moi, sur LinkedIn, quand j'ai commencé à poster régulièrement, ça a mis 1 mois ou 2, non, même pas, ça a mis 1 mois avec 7 posts par jour, donc 30 posts dans le mois, à avoir de la demande entrante, des rendez-vous qui viennent de LinkedIn et de mes posts, quoi. Et après, c'est toujours la même histoire, justement. On parlait de PMF au début, de Product Market Fit. Si t'as pas de pain point en face, ta solution, elle répond à rien. Ou encore, comme tu disais aussi, des fois, ça peut être le message qui est complètement décalé. C'est ça. Et puis, en parlant de message, ça, c'est la stratégie que j'utilise sur LinkedIn. Au début, sur LinkedIn, je n'osais pas trop dire comment est-ce que je faisais, donner mes conseils, mes astuces. Là par exemple, tu as vu tout à l'heure, je t'ai donné en exclusivité l'objet avec lequel on a presque 90% d'ouverture. Au début, je n'osais pas le donner. Je n'osais pas donner toutes ces petites astuces-là au quotidien sur LinkedIn. Mais en fait, c'est en donnant des vrais conseils, pas des trucs automatisés de ChatGPT qui va te sortir une liste de trucs bateaux, qui sont pas mal, hein, attention, mais des trucs bateaux où derrière, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de retour et de test que tu as pu faire derrière. C'est en donnant des vrais conseils, des vrais tips et vraiment des choses que j'applique. C'est à partir de ce moment-là où j'ai eu le plus de retours. Parce qu'en fait, les gens en face, ils recherchent un professionnel, un expert dans le domaine. S'ils veulent lire des trucs de ChatGPT, s'ils veulent lire des articles de blog, ils peuvent se documenter tout seuls sur Internet. Ils n'ont pas besoin de moi pour faire le relais sur LinkedIn. Alors que si je donne vraiment mes conseils, mes astuces, mes tips, ce que j'utilise, ce que je fais au quotidien, ils vont regarder, ils vont voir. Il y a la partie technique du cold email, paramétrage, configuration, etc., qui fait que tout le monde ne peut pas faire du cold email ou qu'il faut passer par une étape de formation. Tous ces gens-là qui n'ont pas envie de se former, c'est grâce à ça et c'est grâce à ce type de valeur ajoutée que je propose sur LinkedIn que j'arrive, moi, de mon côté, à avoir de la demande entrante via LinkedIn. C'est ça, on montre notre expertise et de toute façon, les gens, ils n'ont pas le temps en face. Enfin, ceux qui ont le temps, c'est pas nos clients, donc on s'en fiche. Tant mieux pour eux s'ils peuvent prendre quelque chose au passage. Et les autres, c'est nos clients. Alors, je te contredis. D'accord, vas-y. Nous, on prend les clients qui ont le temps et les clients qui n'ont pas le temps. Pour reformuler un peu ce que tu as dit, les clients qui n'ont pas le temps, c'est les clients qui vont nous dire, écoute, je m'en fiche de comment est-ce que tu paramètres une adresse mail, etc. Moi, je veux juste qu'on envoie tel message ou qu'on fasse passer tel message à telle cible. Donc, dans ce cas-là, nous, on va tout s'occuper de paramètres, etc. Le client, il s'en fout. Il n'a rien à faire là-dessus. Mais en l'occurrence, les clients qui ont le temps, eux, ils sont aussi intéressés par de la formation. Et au début, c'était une offre qu'on ne proposait pas. De la formation, accompagnement, coaching. Il n'y a pas vraiment de terme encore là-dessus. Mais c'est quelque chose qu'on ne proposait pas au début. On a eu pas mal de demandes. On a déjà accompagné plus de 6 personnes sur de la formation cold email.
Donc l'idée, c'est un accompagnement entre 8 et 12 sessions. Ça dure à peu près un mois en fonction de nos dispos et de celle de la personne. Où on lui apprend tout le process, donc ce qu'on a vu au début, paramétrage, configuration, warm, copywriting, scrapping, envoi, analyse. Et en fait, l'idée, c'est qu'au bout de ce mois d'accompagnement, il puisse être 100% autonome sur le cold email et lancer ça. Et en fait, on se rend compte que les personnes un peu plus vieilles, qui ont déjà leur business qui tourne depuis pas mal de temps, ben eux, ils s'en foutent, vu comme tu dis, ils n'ont pas le temps, donc ils délèguent, ils veulent juste des rendez-vous, ils veulent que ça signe derrière, ils veulent du résultat. Alors que ceux qui se lancent, qui sont un peu plus jeunes, ben ils sont intéressés par le cold email parce que forcément, ça leur parle, forcément, l'automatisation aujourd'hui, c'est d'actualité, et forcément, ça les intéresse parce que vu qu'ils sont au début de leur carrière et au début de leurs projets entrepreneuriaux, ben ils savent qu'ils vont en lancer plusieurs. Donc ils disent autant payer un accompagnement, c'est à peu près 2500 euros. Donc autant investir 2500 euros là-dessus et plus tard pouvoir prospecter soit pour mon agence de media buying, soit pour du community management, soit pour de la création de site web en fonction des différents projets que je vais t'amener à créer tout au long de ma vie. Et donc, avec ces gens qui se lancent, donc qui ne connaissent pas forcément leur cible, enfin qui peuvent la supposer, comment tu la vérifies Enfin, déjà, comment tu la vérifies, s'il a déjà une petite idée, ou s'il n'a pas d'idée, comment tu vas faire pour la trouver avec les emails? Alors, souvent, ceux qui se lancent, ils n'ont pas vraiment de budget. Et nous, vu qu'on vend au rendez-vous entre 130 et 200 euros le rendez-vous, ils n'ont pas forcément les moyens de payer au rendez-vous. Donc là, déjà, vu qu'ils n'ont pas les moyens, ben, on ne peut pas travailler avec eux, vu que ça ne rentre pas. Autrement, sinon, ceux qui se lancent et qui ont les moyens, ben, il y a peut-être un peu de mal à trouver la cible, mais du moment que l'offre est concrète et qu'il y a vraiment une offre précise avec de la valeur ajoutée comparée à ce qui se propose sur le marché, ben là, on les accompagne. Et après, ça part sur le testing, comme je te disais, on a pris l'exemple au début, coiffeur, auto-école, etc. On teste différentes cibles, on voit laquelle répond le mieux, et celle qui répond le mieux, on envoie et on contacte. Et tout à l'heure, tu parlais d'y aller comme un bourrin. Qu'est-ce que tu entends par là? Parce que ça, j'ai l'impression que ça fait partie des termes où il y en a qui vont envoyer 2 emails, ils vont avoir l'impression d'y aller comme un bourrin, et d'autres, y aller comme un bourrin, ça va être envoyer 100 emails, enfin, ou 1000 ou 10 000. Alors, c'est très variable, en fait, selon les personnes. Alors, ça, de toute façon, peu importe le nombre de mails, nous, on part du principe qu'une adresse mail, elle peut envoyer maximum par jour 40 mails. Donc, une adresse mail, elle envoie 40 mails. Et ces 40 mails, tu les divises en deux. Une partie, les premiers mails, donc quand tu contactes de nouveaux leads, et une partie relance. Donc, généralement, on fait 20 leads, 20 relances. Donc, voilà. Ça fait 40 mails au total. Et y aller comme un bourrin, c'est au lieu de le faire avec une seule adresse mail, on crée plusieurs adresses mail. Il y a déjà des clients qui m'ont demandé de créer 15 adresses mail. On a créé 15 adresses mail avec 7 noms de domaine différents, 2 adresses mail par nom de domaine. Bon, ça fait 14, donc il y en avait un en plus. Mais on est parti là-dessus. On a envoyé et si même tu as 10 adresses mail et que tu envoies 40 mails par jour, ça fait quand même 400 mails par jour. Donc 200 prospects uniques. Là, si au bout d'un moment et au bout de quelques semaines, tu vois que tu ne signes pas, il faut revoir soit le copywriting, soit le scrapping ou soit l'offre. C'est mathématique, hein, de toute façon. Plus tu envoies, plus tu as de chances d'avoir des retours. Et moins tu envoies, et si tu n'envoies rien, tu n'auras pas de retour. Tu n'auras rien du tout. Donc c'est dans ce sens-là, il y a les cas bourrin, c'est ne pas avoir peur de faire de la masse. Attention, quand on part sur du testing et qu'on teste coiffeur, salon de beauté, auto-école, on ne va pas mettre 3000 leads dans chacune des séquences. Non, non. C'est au début, quand on fait un testing, on prend 100, 200 leads par séquence, on voit, on teste et on ajuste après. Là, je vous ai fait un résumé assez simple, mais il y a toute une partie où on teste, on analyse, on voit les premiers retours. Et une fois qu'on sait comment approcher cette cible, qui approcher dans ce milieu, dans ce secteur, là, on peut y aller comme un bourrin. Mais si on va comme un bourrin dès le début, on peut aller très rapidement droit dans le mur aussi. Hein. Ça, faut faire attention. Et je me demandais, donc là tu parles d'exemples où on a 15 adresses email ou 14 divisées sur 7 noms de domaine. Et j'entends beaucoup cette technique utilisée par des gens qui font du cold emailing. Est-ce que c'est pas
des fois, voire même souvent, trop de précautions par rapport au fait au nombre de fois où tu vas te faire vraiment couper ton email? Non, la question est intéressante. Après, le problème, c'est que moi, je pars du principe où il vaut mieux prendre des précautions, ne pas essayer de cramer l'adresse mail. Parce que si tu atterris dans les spams des gens, c'est mauvais. Encore plus quand on propose un service comme le mien. Tu vois, c'est comme si un taxi, il arrivait, il te prenait à bord dans une voiture super bien, mais qu'au final, tu arrives à destination avec un pneu crevé et une fenêtre pétée. Donc, c'est pas vraiment l'idéal. Et il y avait un deuxième point que je voulais te dire, j'ai oublié. Est-ce que c'est pas prendre trop de précautions? euh, Vaut mieux en prendre quand même, parce que le problème, c'est que si tu lances ta campagne, que tu crames toutes les adresses mail, après, tu as 2 semaines minimum, 2 ou 3 semaines pour recréer de nouvelles adresses mail, les mettre à warmer. Et sur un business, c'est quasiment un demi-mois, voire un peu moins d'un mois d'inactivité. Euh, Si le cold email représente une partie importante de l'acquisition et du chiffre d'affaires de la boîte, ça peut mettre en péril un mois. Et si tu mets en péril un mois, ça peut avoir l'effet boule de neige et abîmer un peu le reste de l'année. Et le but, c'est pas qu'on crame les clients, qu'on crame leur mail, qu'on crame leur activité, c'est de leur assurer quelque chose de qualitatif qui est délivré. C'est comme un avion. Quand tu prends l'avion, la Mm. plupart du temps, tu dois avoir la ceinture attachée dans l'avion. C'est des précautions. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de risques que l'avion il tombe comme ça, plein nez, et qui s'écrase. C'est juste des précautions. Et c'est quand même important de prévoir et d'anticiper ça parce que sinon, après, tu perds le client. Et si un client te fait une mauvaise pub, après, c'est pas l'idée, quoi. L'idée, c'est vraiment la satisfaction client, d'autant plus de nos jours avec un univers autant concurrentiel. Et comment tu fais quand tu as plusieurs adresses email comme celle-ci, quand un client te répond dessus pour le gérer après? Est-ce que tu le rebascules si tu continues à traiter par email? Est-ce que tu le rebascules sur un email commun pour la gestion des clients? Sinon, Mm. avec 15 emails, tu dois vite t'y perdre. Est-ce que Tu c'est t'y perds. quelque chose? Ouais. Tu t'y perds comme pas possible. Et après, si tu t'y perds, tu n'arrives pas à avoir un bon suivi. Et si tu n'as pas un bon suivi, tu perds des clients. Concrètement, tu perds des clients, tu perds des gens qui t'ont dit je suis intéressé. Donc oui. Alors, il y a 2 points. Premier point, c'est que le logiciel qu'on utilise nous, donc Instantly, on arrive à voir toutes les réponses des clients. Donc, on peut filtrer par campagne. Donc, il y a un endroit où on voit toutes les réponses. Et après, on peut filtrer en plus les réponses par campagne là-dessus. Maintenant, Instantly a même intégré un CRM dedans où tu peux mettre intéressé, un prospect et intéressé, un prospect pas intéressé, un prospect et en vacances, etc. Donc, tu peux mettre différentes notes pour savoir s'il faut relancer le prospect. Tu peux répondre directement aussi depuis Instantly et tu peux aussi cocher une case dessus pour te dire si le prospect ne m'a pas répondu dans X jours, me prévenir moi pour que je puisse le relancer. Donc ça, c'est la partie qui est visible, nous, de notre côté de l'agence. Après, le client, lui, il a accès à ses mails, il traite les réponses sur ses mails. Et exactement comme tu as dit, à chaque fois, on suggère de tout rediriger vers une seule adresse mail pour qu'il puisse traiter ses réponses lui-même, voire nous, dès qu'on voit une réponse pour le client, on lui transfère. Mais si on passe à travers de certaines réponses, il faut que lui aussi, il puisse tout voir et tout gérer de son côté. C'est quand même son business. Hein. C'est pas le nôtre, on ne va pas s'approprier son entreprise. Donc, il faut qu'il puisse voir aussi ses réponses. Et souvent, tu as 3 types de réponses dans le code d'email. Pas intéressé, intéressé avec quelqu'un qui a booké un rendez-vous et quelqu'un qui te pose une question. Quel prix? Que proposez-vous? Quels sont les services? Quelle est la cible spécifique? Avez-vous des garanties? Avez-vous des exemples de résultats? Etc. Et donc ça, en fait, c'est des questions auxquelles nous, on ne peut pas répondre vu que ça demande l'expertise du client. Donc, il faut que le client puisse lui aussi pouvoir répondre à ses clients. Donc, le client, notre client à nous, il a 2 trucs à faire. Prendre les rendez-vous et assumer les rendez-vous téléphoniques, les faire, les honorer. Et l'autre côté, c'est répondre aux mails des clients intéressés et qui posent une question. Tout simplement. En fait, il ne traite que les personnes intéressées. Et après, tout est automatisé. Il fait son appel et c'est son closing et lui. Moi, ce que j'aime bien avec les gens comme toi, c'est vous êtes à un endroit où pour aider des clients, vous êtes obligé de prospecter plein d'autres
domaines, plein d'autres secteurs. Et du coup, en faisant ça, on gagne une expérience assez incroyable, puisqu'on est obligé de réussir dans plein de domaines, pendant que d'autres essayent de réussir dans un seul, avec beaucoup de mal. Bah, en fait, j'ai des bases, du coup, grâce à ça, dans plusieurs domaines. J'ai des bases dans le SEO, dans les ads. Maintenant, je sais que quand je parle avec un client qui propose des ads sur Facebook, ben, je sais que ça parle de blocage, de business manager, etc. Donc, je suis beaucoup plus familier avec certains domaines. Il y a des domaines dans lesquels j'aurais jamais imaginé m'intéresser, travailler, collaborer avec eux, comme le recrutement de dentistes. Ou comme l'éclairage extérieur LED de lieux type camping, club de vacances, centre équestre, etc. Donc ça, c'est des domaines auxquels j'aurais jamais imaginé travailler. Mais c'est vrai que je vois un peu l'intérieur du business dans le sens où je vois les problématiques d'acquisition du client, vu qu'il m'en fait part. Forcément, c'est la base de l'échange. Pourquoi est-ce que tu as besoin de cold email? Quels sont les problèmes que tu as là-dedans? Je vois aussi comment est-ce qu'il prospecte. Donc lui, comment il le faisait tout seul de son côté. Mais après, je reformule moi en mettant en avant les points forts de chaque produit, chaque service et chaque entreprise, en fait. Vu que chaque entreprise apporte une plus-value à son client. Et je vois aussi comment réagissent les clients en face. Est-ce qu'ils ont peur? Quelles sont les questions qui reviennent le plus dans certains milieux? Et il y a des questions parfois auxquelles je me serais jamais imaginé, mais j'arrive pas à trouver un exemple, mais il y a des questions que les clients de mes clients leur posent auxquelles je m'étais jamais dit que dans ce milieu-là, ça aurait pu être un problème. Tu vois? Donc, on en apprend sur plein de business différents. Et après aussi, j'ai envie de te dire, l'autre avantage qu'on a quand on propose de l'acquisition et du cold email, c'est que, par exemple, quelqu'un qui propose du community management, ben lui, c'est pas quantifiable ce qui rapporte. Il pourra rapporter quelques clients, mais c'est dur à savoir vraiment les clients qui viennent grâce au feed Instagram. Alors que nous, le cold email, on est dans du concret. Les gens, s'ils nous payent, c'est pour que derrière, ils gagnent de l'argent. Et on leur amène des rendez-vous, on leur amène des clients. Donc, c'est un peu plus facile à vendre que du community management. Le client, s'il vient avec nous, c'est pour gagner de l'argent. Nous, on lui ramène des clients, on lui ramène de l'argent indirectement. Donc, c'est plus simple à vendre et c'est quantifiable. Et en fait, quand tu as quelque chose de quantifiable, c'est beaucoup plus simple à vendre que quelque chose comme un logiciel qui peut t'aider à fidéliser un peu plus tes salariés, par exemple. Et puis, comme on dit, normalement, tu as le cordonnier, c'est le plus mal chaussé, mais dans ton cas, pour réussir à prospecter, tu es obligé de réussir à prospecter justement avec le cold email. Donc, tu as déjà montré ton expertise et que ça fonctionnait quand le client vient vers toi. C'est ça. En fait, mon expertise, je la montre sur LinkedIn avec les posts que je mets tous les jours. Comme ça, j'ai de la demande entrante. Je la montre sur LinkedIn avec Wallaxy et de l'auto-prospection, vu qu'en fait, j'inclus dans ma deuxième relance LinkedIn. En fait, j'ai un hack et si il y a des gens de mon LinkedIn qui vont regarder cette interview, je suis désolé, mais je vous l'assume. Le premier message que j'envoie, je dis « Salut Sébastien, ça fait plusieurs fois que je tombe sur ton profil et je me suis dit la prochaine fois que je tombe, il faut que je t'ajoute. » Donc voilà, c'est chose faite. J'avais une question. Comment est-ce que toi, tu prospectes pour We Love Ruby? Ça, c'est un exemple du premier message que j'envoie. Et généralement, j'ai des réponses. Bah, exactement, Alexandre, tu as bien fait de m'ajouter. Avec plaisir aussi pour entrer en contact et tout avec toi. Sauf qu'au final, tout ça, c'est automatisé. La personne en face, elle ne s'en rend pas compte. Et la deuxième chose que j'envoie sur le message LinkedIn, j'envoie ma formation. Donc, j'ai créé une formation gratuite sur le cold email et sur toutes les bases à avoir pour devenir, entre guillemets, l'as du cold email. J'envoie la formation. Comme ça, d'un côté, ça me permet de récupérer la data, vu que forcément, il faut mettre son mail pour la télécharger. Et de deux, ça me permet aussi de montrer mon expertise, de montrer que je suis compétent dans ce domaine et d'apporter de la valeur ajoutée. Et en plus de ça, quand on offre quelque chose à quelqu'un, la personne se sent redevable et je ne demande pas ce qu'elle signe avec moi. Ce serait trop beau. Je dirais oui à chaque fois. Mais elle est redevable et juste elle me répond un merci, ça m'intéresse, ou non, ou merci, mais ça ne m'intéresse pas, etc. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même une réponse négative, ça sert à ajuster un peu la cible. Et voilà. Et puis, tu parlais du cordonnier, etc. On prospecte aussi par email. On envoie des séquences mail. Et en fait, nous, on envoie toute la séquence mail.
Et à la fin, dans le dernier mail, on leur dit, tu vois, tout ce qu'on vient de t'envoyer, c'est automatisé et c'est exactement ce qu'on peut envoyer à tes clients. Alors, t'en penses quoi? Et là, au final, les gens ils disent, pas mal, allez, on envoie ça à mes clients, on s'appelle. Donc, ton dernier email, est-ce que c'est celui qui fonctionne le mieux finalement en pourcentage? Alors, oui et non. Non, dans le sens où on arrive à avoir pas mal de réponses avant aussi. En fait, comment cette séquence-là elle est articulée? C'est un premier mail de présentation sur la forme AIDA, attention, intérêt, désir, action. En plus, à chaque fois, on utilise le langage Liquids. Est-ce que ça te parle? Oui, oui, oui. C'est quand on met Voilà, les variables en fait. voilà, c'est ça. Et en Voilà. fait, pour expliquer un peu aux auditeurs, le langage Liquids permet de dire en fonction de ça, on met ça, ou en fonction de ça, on met ça. Donc, pour faire concret, nous, on met pour tout mail envoyé avant 16 heures, on dit bonjour Sébastien. Pour tout mail envoyé après 16 heures, bonsoir Sébastien. Comme ça, quelqu'un qui reçoit un mail à 19 heures, il reçoit un bonsoir. Et là, ça se voit quasiment pas que c'est automatique. Pareil, en signature, on met un langage Liquids. Est-ce qu'on peut s'appeler cette semaine ou est-ce qu'on peut s'appeler la semaine prochaine? Comme ça, le jeudi, vendredi, on envoie ce qu'on peut s'appeler la semaine prochaine. Ça évite qu'un vendredi, tu reçoives est-ce qu'on peut s'appeler demain, tout simplement. Parce que là, c'est cramé. Donc, du coup, pour revenir à la séquence, premier mail avec le Liquids, on envoie un mail AIDA, attention, intérêt, désir, action. Deuxième mail, on met une étude de cas, excuse-moi, on met une étude de cas dans le deuxième mail. Grosso modo, on te dit, écoute, on a travaillé avec telle entreprise de ton secteur. Donc, si c'est une agence de com, on va donner un exemple d'une entreprise, agence de com avec laquelle on a travaillé, qui aura été d'accord pour qu'on utilise les résultats avant. Attention, on n'utilise pas les résultats des clients, il y a des clauses de confidentialité. Mais donc, on va utiliser le résultat pour lui dire, écoute, avec cette agence de com-là, on a eu tel et tel et tel résultat. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas pareil avec ton agence à toi? Je ne comprends pas, tout le monde le fait. Là, si tu ne veux pas le faire, en gros, tu passes à côté de 1500 prospects par mois, quoi. Donc ça, c'est le deuxième mail. Le troisième mail, on fait un mail follow-up de relance. Salut Sébastien, est-ce que ton adresse mail, elle est active? Est-ce qu'elle marche? Est-ce que tu reçois mes messages? Parce que vraiment, j'ai vraiment envie d'échanger avec toi. Donc ça, c'est pour le troisième mail. Quatrième mail, ça commence à devenir un peu lourd, à force de les recevoir quotidiennement, etc. Donc là, on change et quand on peut se permettre, on met un peu d'humour. Pour les agences de com, on peut se permettre. Salut Sébastien, bon, tu dois me reconnaître, je t'ai envoyé des mails la semaine dernière, mais comme tu peux le voir, je suis persistant et en plus, il paraît que ça paye. Donc du coup, si tu ne m'as pas répondu, c'est lequel de ces 3 points? Premier point, ça t'intéresse, mais en ce moment, tu es overbooké. Et je mets entre guillemets, tu n'es pas quelqu'un de facile, parce que les gens, ils adorent dire en ce moment, je suis débordé, je suis sous l'eau, j'arrête pas, etc. Donc, on met ça. En deuxième, on met quelque chose de bête. Donc, pour la prospection automatique pour le cold email, on met tu n'es pas intéressé parce que tu préfères prospecter à la main. Pour un client dans le SEO, on a mis tu ne veux pas avoir ton site en première page Google, tu préfères être sur la 12e page. Et en troisième, on met tu n'es pas intéressé, et j'arrête de te contacter. Et donc, en fait, le troisième aussi, parfois, il sert à justifier oui, je ne suis pas intéressé pour ça, pour ça, pour ça. Et on en revient encore une fois au retour positif. Et parfois, il y a même des clients qui ont un peu joué avec nous en disant petit 4, si je ne t'ai pas répondu, c'est parce que tel et tel problème. Bon, après, c'était des problèmes de dissolution, d'entreprise qui a fait faillite, de sujet qui est plus d'actualité. Mais au moins, on n'en sait plus sur le client, pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu, etc. Et donc, le cinquième mail, comme le deuxième message LinkedIn, j'inclus ma formation et je lui dis, c'est le dernier mail, tout a été automatisé. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es sûr que tu ne veux pas faire ça avec tes clients, quoi, tout simplement. Et encore une fois, ils ont pas grand-chose à perdre. Nous, on facture qu'au rendez-vous et on peut facilement toucher 1500 prospects par mois. Forcément que ça ramène des clients. Quand je t'écoute, j'entends plein de bonnes pratiques. Forcément que ça doit bien marcher. Ouais. J'aimerais revenir sur l'offre irrésistible. Tu pourrais nous dire comment tu crées une offre irrésistible donc, non pas pour toi, mais pour tes clients. Alors, si tu pouvais donner des exemples un peu différents qu'on se rende bien compte, dans des domaines différents.
créer l'offre irrésistible, nous, on l'a fait de notre côté. Avec les clients, juste parfois, on aide un peu à l'améliorer. On ne la crée pas pour nos clients. C'est un vrai métier. Et je pense que pour créer une offre irrésistible, il faut bien connaître le secteur, bien connaître le milieu. On n'a pas la prétention de dire qu'on peut créer une offre irrésistible pour ceux qui veulent recruter des docteurs, pour ceux qui veulent faire de la pub Facebook et pour ceux qui veulent de l'éclairage extérieur et pour ceux qui ciblent les DRH. Ce serait mentir et ce ne serait pas une vraie expertise. Par contre, si tu veux, on peut parler de mon cas spécifique. Vas-y. Au tout début, quand j'ai lancé l'agence, j'avais énormément de rendez-vous qui étaient tombés rapidement et mon offre, elle ne matchait pas. J'avais dû avoir 5% de closing, un truc comme ça, parce que ça ne marchait pas, parce que je n'arrivais pas à la formuler et parce que j'avais du mal à proposer, à montrer la vraie valeur ajoutée de ce qu'on peut apporter. Et en fait, c'est au final, à force d'avoir échangé avec des personnes, de leur demander, même si tu refuses l'offre, est-ce que tu peux me dire pourquoi? Donc, au début, on avait une offre fixe. Ils me disaient, écoute, moi, j'ai peur de m'engager. Je ne sais pas ce que c'est trop technique pour moi, etc. Donc, au final, tout ça, nous, on a pris tous ces retours et j'ai fait quelque chose qui est assez marrant. À chaque fois, je notais pourquoi les clients ne voulaient pas. Comme ça, j'arrive à voir quels sont les problèmes et les raisons de refus qui viennent plus souvent et quels sont ceux qui viennent moins souvent. Et en fait, cette liste-là, un moment, pour rigoler, j'ai mis sur ChatGPT, t'es Elon Musk, le patron de Tesla et de Twitter, un spécialiste en création d'offres irrésistibles. Aide-moi à structurer mon offre. Je propose tel service. J'aimerais gagner tant par client. Et voici les principales objections que je reçois quand j'ai proposé l'offre à un client. Et en fait, bon, ça ne m'a pas donné une offre irrésistible directement, mais en tout cas, ça m'a bien aiguillé. Et maintenant, c'est pour ça qu'on arrive à faire une offre facturée au rendez-vous, avec une garantie de résultat. Et donc, en fait, on s'engage gratuitement à travailler pour nos clients jusqu'à ce qu'ils n'aient pas les 10 rendez-vous. Et s'ils n'ont pas les 10 rendez-vous, nous, on peut bosser 4, 5, 6, 7, 8 mois derrière pour avoir les rendez-vous. Je ne peux pas te dire combien de temps, vu qu'à chaque fois, les clients ont eu les rendez-vous en moins de 2 mois, mais c'est la garantie qu'on leur offre. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, de closing, on est à peu près entre 30 et 35% sur les rendez-vous. Après, ça varie en fonction des rendez-vous, si ça vient de LinkedIn ou si ça vient du cold email. Forcément, cold email, les gens, c'est du concret, ils voient de quoi on parle. Alors que sur LinkedIn, vu que je fais des posts et qu'il y a pas mal de visibilité, parfois il y a des gens qui viennent et c'est plus un appel de découverte plutôt qu'un appel vraiment d'onboarding où là on va signer le client. Mais ce qu'on appelle vulgairement des touristes. Je n'osais pas le dire, vu que s'il y a des touristes qui m'entendent, ils ne vont plus vouloir booker les rendez-vous. Mais bon, souvent c'est des belles rencontres et il y a des beaux projets. J'ai échangé vraiment avec des gens qui avaient des très très beaux projets. Et là, j'ai échangé la semaine dernière avec quelqu'un qui avait lancé une application pour éviter les zones à risque et les zones insécures dans les villes de France. Il avait lancé ça sur Nantes. Et je suis tombé il y a une semaine, même pas, sur un reportage sur lui sur BFM qui disait ça. Et c'est vrai que moi, c'était même moi qui lui avais envoyé un message, vu que je lui ai dit j'adore ce que tu proposes, je trouve ça vraiment intéressant, pertinent et en rapport avec l'actualité. Et donc, j'avais pu échanger avec lui sur son application et ce qu'il propose. Donc, vraiment, on a fait des belles rencontres et on tombe sur des projets vraiment, même moi, que j'aurais pas pu imaginer, mais qui ont vraiment un sens par la suite. Sur cette histoire d'app, c'est pas mal ça quand elle t'appartient. Tu peux rajouter ton quartier, comme ça t'es tranquille, après il n'y a plus personne qui y va. Ouais. Il n'y a plus de bruit. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça aussi. Puis pour revenir sur le sujet de ChatGPT, on n'y pense pas assez, mais comme tu disais, ça donne pas forcément des réponses toutes faites, mais ça permet comme de relever la tête du guidon, comme on dit, de prendre une vue aérienne sur son business. Et voilà, ça aide en fait. Ça aide énormément déjà sur le gain de temps par semaine. Moi, je sais que la plupart de
de mes posts LinkedIn, ils sont issus de ChatGPT. Donc, je les écris moi-même, mais au moins ChatGPT, ça me donne des idées de création, vu que forcément, quand tu postes tous les jours depuis presque un an, il faut les avoir, les idées. Tu peux raconter un peu ta vie, des exemples de clients, etc., mais il faut quand même avoir les idées. Donc, ça aide pour donner des idées. En fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas mal, c'est utile pour s'en servir et pour t'aider en tant qu'assistant, etc. Après, je pense qu'on ne peut pas encore lui déléguer automatiquement. Tu vois, par exemple, la rédaction de mail, ChatGPT, c'est impossible qu'il me le rédige. Après, je sais qu'on peut créer des icebreakers en fonction des profils LinkedIn via ChatGPT pour avoir un bon icebreaker, quelque chose de pertinent. Tu vois? Ouais. Donc, on ne peut pas tout déléguer. Il ne peut pas faire toutes les campagnes mail, mais il peut aider à faire des bons icebreakers. Et sur les campagnes avec lesquelles on a bossé, on a vu quand même qu'il y avait beaucoup plus de réponses. Enfin, 15%, mais 15%, c'est énorme sur de la masse. Et qu'il y avait 15% de réponses en plus. Et la qualité des personnes qui répondaient et du rendez-vous derrière était visible quand même. Et est-ce que tu aurais des réussites à partager, des leçons à tirer de réussites qui pourraient être partagées aux gens qui nous écoutent? Sur le cold email? Ouais. Sur le cold email, je pense que tout passe vraiment par la cible. Je dirais que la cible, ça fait au moins 50%. Si je dois détailler en pourcentage le cold email, je dirais que la cible, c'est 50%. Parce que si tu cibles quelqu'un qui va prendre aucune décision, ben, tu envoies un message dans le vent. Si tu cibles un alternant dans un grand groupe, c'est pas un décisionnaire. Donc la cible, c'est très important. Le scrapping, c'est pas négligé. Autre point important, là, je dirais 30% du cold email, ça se base aussi sur le paramétrage de l'adresse mail, SPF, DKIM, CNAME, etc. Parce que si tes mails ne partent pas, ben forcément, tu n'auras pas de retour. Forcément. Et après, le reste, donc les 20% restants, je dirais que c'est du copywriting. Peu importe comment tu tournes le message, si tu as une bonne offre qui plaît et qui est attirante pour la personne qui reçoit le message, qui lui est décisionnaire et qui reçoit bien le message, il te rappellera parce qu'il ne t'appelle pas pour la beauté de ton mail, mais il t'appelle pour le cold email. Autre chose vraiment très intéressante et que très peu de personnes font dans la durée, c'est LinkedIn. Moi, je sais que j'ai une communauté de 16 ou 17 000 personnes sur LinkedIn, que c'est ultra chiant de poster tous les jours, que parfois on n'a pas envie, etc. Mais le fait de se forcer à le faire tous les jours, ça ramène énormément de monde, énormément de visibilité, et c'est que de la demande entrante. Faire un post sur LinkedIn, ça te prend une demi-heure par jour. Tu peux faire ça le matin et ça te ramène tellement de monde. Rien qu'aujourd'hui, j'ai eu 3 rendez-vous qui sont venus de LinkedIn. Rien qu'aujourd'hui. Et du coup, ouais, vraiment LinkedIn. Et ça te fait faire aussi un travail sur toi qui est pas mal. C'est te forcer à faire quelque chose que tu veux pas faire. Vu qu'en soi, que tu postes ou non un jour, enfin que tu postes ou pas sur LinkedIn un jour, aujourd'hui si tu as la flemme que tu postes ou non, en soi, ça change rien à ta vie. Mais mentalement, quand tu te forces à faire quelque chose que tu veux pas, je pense que ça te forge un peu un petit caractère et une petite envie qui te dit, ouais vraiment, tu n'avais pas envie de le faire, mais tu l'as quand même fait, bravo. Et ça t'augmente un peu ton estime de toi-même. Et à la fin, je pense que tu es quand même content d'avoir posté. Et encore plus si derrière, tu as des rendez-vous qui tombent ou tu as des gens qui te contactent, ouais, pas mal, qu'est-ce que ça fait, etc. Et puis nous, tu as bien vu, Sébastien, c'est comme ça sur LinkedIn qu'on s'est rencontrés. J'ai mis un petit post pour en savoir plus sur les podcasts pertinents pour les entrepreneurs, etc. J'ai vu 2-3 trucs, ton contenu, j'ai écouté tes podcasts et c'est comme ça qu'on est rentré en commun et qu'on s'est dit, bon, pourquoi pas faire. C'est pour ça qu'on est rentré en contact, pas en commun, mais qu'on est rentré en contact et qu'on s'est dit, pourquoi pas faire un petit podcast ensemble. Tout à fait. Et la question inverse maintenant, est-ce que tu aurais des erreurs à éviter, conseiller aux gens, des grosses erreurs, j'ai envie de dire, des erreurs grossières? Des grosses erreurs, c'est en fait déjà Ne pas prospecter. voilà. Mais déjà,
Les erreurs, c'est comme un message de refus dans Cold Email. C'est bénéfique, quoi qu'il arrive, tu apprends quelque chose derrière. Après, les grosses erreurs, c'est de ne pas prospecter, forcément. Si tu prospectes pas, tu n'auras personne qui va venir. Et plus tu envoies, c'est mathématique, plus tu auras de réponses. Après, les grosses erreurs, mais là, c'est plus personnel et en tant qu'entrepreneur, c'est de vouloir accepter à tout prix n'importe quel client. Les clients avec qui, dès le début, dès le premier appel, tu n'as pas feeling, où tu sens qu'il est, entre guillemets, un peu chiant, où ça va être une collaboration galère, mais que tu l'acceptes parce que tu as besoin d'avoir un peu de sous, tu as besoin de rentrer des contrats, etc. Sur le long terme, 2-3 mois plus tard, ça va être une plaie pas possible. Ça va être une prise de tête à chaque fois avec ce client. Tu vas pas aimer travailler avec lui. Il n'y aura pas de la bonne volonté, autant de ton côté que de son côté. Ça va pas être une bonne relation. Et au final, ça va te bouffer toi, ton moral, ta journée, etc. Et tu auras un peu plus peur. Sinon, les conseils, moi je l'ai vu. Naturellement, nous, on est monté en qualité depuis la création. Et en fait, je remarque qu'au début, quand on avait les prix pas chers, les gens ne signaient pas. Alors que maintenant qu'on a des prix un peu plus chers, de par la qualité du travail et de la prestation globale qu'on fait, les gens chipotent moins quand c'est cher, en fait. Et les gens ont plus tendance à acheter quelque chose de cher que quelque chose de pas cher. Peut-être qu'eux, ils se disent, c'est pas cher, il y a une arnaque. C'est pas cher, ça marchera pas. Ou c'est pas cher, un produit pas cher, tu dis c'est pas cher, ça va se casser dans 2 semaines. Et ben au final, ouais, les gens n'ont pas peur de mettre du prix pour de la qualité derrière. Oui, ça c'est un grand classique. Et ce qui marche bien, c'est quel que soit le prix, c'est les réductions. Attention, c'est un grand classique. C'est un grand classique que j'osais pas faire au début, moi. J'osais pas le faire parce que je me suis dit, c'est mort. Déjà que j'ai du mal à closer là. Si j'augmente le prix, je vais closer vraiment personne. Et au final, boum, ça se répercute et c'est là où tu closes un peu plus. Donc, essayez de le faire. Au pire, essayez de le faire sur 3-4 clients et vous allez voir les retours. Puis je peux toujours dire, oh, vous avez mal compris, attendez, je corrige, c'est pas ça que j'ai dit. Ouais, faute de frappe si c'est par écrit. C'est le correcteur automatique. Alors, on arrive sur la fin de l'entretien. Est-ce que tu aurais une question que tu aurais voulu que je te pose et que je t'ai pas posée? Pas vraiment. À part, petite question, écoute, pour ceux qui veulent collaborer avec nous, qui veulent potentiellement toucher un peu plus de clients et qui veulent, moi j'aime bien le dire parfois sur LinkedIn pour faire un peu peur, mais si tu ne travailles pas avec nous, tu passes potentiellement à côté de 1500 nouveaux prospects par mois. Donc pour ceux qui ne veulent pas passer à côté de ces 1500 prospects-là, tu aurais pu me demander comment est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec nous. Donc, alors, il y a notre page LinkedIn. Non, c'est la dernière question après celle-ci que je pose, mais du coup. Allez, mais vas-y, du coup, je te laisse continuer. Je l'anticipe un peu. N'hésitez pas à m'envoyer un message directement sur LinkedIn, Alexandre Kiabaye, comme le nom s'affiche. Sinon, sur notre page Instagram ou directement sur la page LinkedIn de l'entreprise. Parce qu'au moment où on tourne le podcast, je ne sais pas au moment où il sortira si le site sera prêt. Mais là, on n'a pas de site web. Il est en pleine refonte pour la rentrée et il va être prêt là d'ici la fin du mois. Mais ouais, s'il est prêt, allez-y, avec plaisir. Vous me dites ce que vous pensez du site, mais sinon, ouais, vous avez les LinkedIn et les Instagram. Oui, là on est, on va dire, vers mi-juin et il sera sorti ton site le temps que l'épisode sorte. Parce qu'il sort fin du mois, donc c'est bon. Le site sera sorti à la fin du mois, mais l'épisode sera publié après. J'ai pas encore la date définitive. Ok, bon alors c'est bon. Allez sur le site alors. emaili.co. emaile.co. J'ai eu un doute. Sur email, donc email comme un email, ee.co. Voilà. Ok, je mettrai ça de toute façon en descriptif, comme ça, voilà. Nickel. Nickel, parfait. Je te remercie beaucoup. Nickel, je remercie tout le monde de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt. Yes, merci pour l'invite. Abonne-toi.